La nouvelle est arrivée par l'escalier de service à 10h20. Elle était apportée par un laquais qui semblait s'en amuser. Il est rentré plus tôt, dit-il. Son Altesse en personne. Il a l'intention de vous examiner avant de ressortir. Elles étaient 4 sur le banc dans le couloir. Le banc était froid. Et personne ne leur avait offert à boire. Elles étaient assises là depuis 9 heures. Le couloir sentait la laine mouillée et le cirage. Cassandra Royce était assise au bout, près du mur, un panier sur les genoux. Le panier était recouvert d'un tissu. Sous le tissu, la tarte était encore chaude. Elle l'avait portée à travers 3 rues, sous sa cape, comme un enfant, et elle avait marché vite sur la faim pour que la chaleur ne s'échappe pas. Elle la sentait à travers sa jupe. C'était la seule chose chaude dans tout le couloir. Le poste était celui de pâtissière à Colebrook House, dans Hill Street. 30 guinées, avec le thé et le sucre fournis. L'agence de placement de Wigmore Street avait été claire. Une grande maison, un jeune duc, pas de duchesse, très peu de compagnie. Le travail ne la tuerait donc pas. 4 candidates étaient auditionnées. La maison n'en prendrait qu'une. Chacune d'elles avait apporté quelque chose. C'était la coutume. On ne décrivait pas ce qu'on savait faire. On le posait sur une table et on le laissait être dégusté. Et la dégustation décidait. La femme à côté de Cassandra avait apporté une tourte aux pigeons avec une croûte en relief. Celle d'après avait apporté un gâteau dans une boîte en fer. La 4e n'avait rien apporté du tout. Elle était assise avec les mains à plat sur les genoux depuis 1 heure. C'était la posture de quelqu'un qui a déjà décidé comment la matinée allait se terminer. À 11h moins le quart, la gouvernante est descendue. Madame Ingram était une femme grande et fatiguée, vêtue de gris. Elle portait un trousseau de clés qu'elle ne faisait pas teinter. Elle a regardé les 4 paniers sur le banc. Une expression a traversé son visage, que Cassandra n'a comprise que bien plus tard. « Montez-les, dit-elle, sur la table de l'office et reculez-vous. » Elles ont monté leurs paniers et les ont posés en rang sur la table bien récurée. Madame Ingram a sorti 4 assiettes et 4 couteaux, puis s'est reculée elle-même. Cassandra a retiré le tissu du sien. C'était une tarte aux pommes faite le matin même. Les pommes provenaient d'un grenier de Southwark où elles reposaient depuis octobre. Des pommes de mars, ridées comme une vieille main. Elles valaient 10 fois les pommes brillantes, si on savait quoi en faire. Elle les avait pelées et coupées en fines lamelles. Elle les avait disposées avec du coing, du zeste de citron finement haché et une toute petite pincée de massif. La croûte avait un bord bas, festonné de petites dents tout autour. Au milieu, elle avait posé 3 feuilles de pâte. Elle avait marqué les nervures. Au four, elles avaient pris la couleur d'une châtaigne. Elle avait marqué ces feuilles avec le coupe-pâte de sa grand-mère. La molette était en laiton, le manche en os. Il était usé d'un côté, là où un pouce s'était posé pendant 50 ans. Elle s'est reculée de la table comme on le lui avait dit. Puis la porte au fond s'est ouverte. Le duc de Colebrook traversa l'office. Il venait de la cour des écuries et se rendait à l'avant de la maison. C'était le chemin le plus court, et il était pressé. Il était grand, en tenue d'équitation. Ses cheveux au burn étaient repoussés en arrière. Le temps frais était encore sur son visage. 29 ans, pensait-elle, ou peut-être 30. Il avait des yeux bleus ardoise. Il les utilisait comme un homme utilise une fenêtre dans une pièce qu'il traverse, c'est-à-dire à peine. Madame Ingram dit « Votre Altesse, les pâtissières ». Il s'est arrêté. Cassandra se souvint plus tard qu'il s'était bien arrêté. Il a regardé les 4 femmes en retrait de la table. Il a regardé la table. Et pendant environ 2 secondes, il n'a rien regardé en particulier. Sur le moment, elle a pris cela pour de l'ennui. « Prenez celle de Bath, dit-il. C'est Madame Lovelace, Votre Altesse. Elle n'a pas apporté d'échantillon. Alors prenez-la sur ses références. » Il se déplaçait déjà. À la porte, il s'est arrêté, une main sur la poignée. Il a jeté un regard en arrière vers la rangée de paniers ouverts. Et vers la jeune femme au bout, avec encore de la farine sous les ongles. « Celle-là est une enfant, dit-il. Renvoyez-la chez elle. » Et il est sorti. La porte a oscillé. Le mouvement a soulevé le tissu du panier vide au bout de la rangée. Personne n'avait touché une assiette. Personne n'avait pris un couteau. Cassandra a regardé sa tarte, entière et non coupée sur la table récurée, avec ses 3 feuilles couleur châtaigne et son bord festonné. Elle allait rentrer exactement comme elle était venue. Madame Ingram a été gentille, ce qui a rendu les choses pires. « Il est pressé, dit-elle.
Il est toujours pressé. Reprenez-la, ma chère. Personne ne va la goûter. Il n'y a plus personne pour la goûter maintenant. Il a parlé. Madame Ingram a tendu la main, puis l'a retirée. Vous êtes bien jeune pour une maison comme celle-ci. Ce n'est que ça. Cassandra a remis le tissu sur la tarte. Elle l'a fait lentement et avec soin. Ses mains continuaient à travailler avec soin quand le reste d'elle-même s'était arrêté. Elle a ramassé le panier. Elle a remercié Madame Ingram pour sa peine, et elle le pensait. Puis elle est redescendue par les escaliers et est sortie dans Hill Street. Il avait commencé à pleuvoir. Elle a marché vers le nord, le panier serré contre son corps. La pluie s'infiltrait dans son col. Près d'Oxford Street, la tarte n'était plus chaude. Elle y a pensé tout le reste de sa vie. Pas aux 4 mots, pas à la porte, mais à l'endroit exact dans la rue où elle a senti la dernière chaleur s'en aller, à travers le tissu, l'osier et son bras. 4 mots, c'est une enfant. Il n'avait pas ouvert le panier. Il n'avait pas demandé son nom ni son âge, qui était de 23 ans. Ni où elle avait appris, ce qui était dans une boutique de Ludgate Street, auprès d'un homme qui était mort. Il avait regardé une table avec 4 paniers couverts et avait voulu être ailleurs. Elle n'a pas pleuré dans la rue. Elle avait 15 ans quand elle avait appris ce qu'il en coûtait d'être vue en train de pleurer dans la rue. Et elle ne l'avait plus fait depuis. En haut de Wigmore Street, une voiture était arrêtée au bord du trottoir. Le marchepied était abaissé et il n'y avait personne dedans. Un laquais la dépassa en courant. Puis il est revenu et s'est planté devant elle, à bout de souffle. « Pardonnez-moi. Êtes-vous celle avec la pomme ?» Cassandra le regarda. « Son Altesse vous demande, dit-il, dans la voiture. Maintenant, s'il vous plaît. » La duchesse douairière de Colebrook avait 71 ans. Elle était assise très droite, vêtue de noir, avec sa canne en travers de ses genoux comme un fusil. « Entrez, dit-elle. Vous dégoulinez. Asseyez-vous de ce côté. Le cuir y est vieux. Maintenant, donnez-le-moi. » Cassandra s'assit sur le vieux cuir, le panier sur ses genoux, et ne bougea pas. « La tarte, mon enfant. Donnez-moi la tarte. » Elle souleva le tissu. La douairière regarda dans le panier un instant. Puis elle y plongea 2 doigts et cassa un morceau de la croûte sur le bord. C'était une chose que personne ne devrait faire à une tarte. Elle le mit dans sa bouche. Elle resta là à mâcher, les yeux fixés au loin. La pluie coulait sur la vitre de la voiture. Elle déglutit. Elle cassa un autre morceau, avec de la pomme cette fois. « D'où vient cette acidité ?» dit-elle. « Ce n'est pas seulement le citron. Du coin, Votre Altesse. Et les pommes ne sont pas des pommes douces. Elles ne sont pas douces du tout. Non, Votre Altesse. Les pommes douces rendent de l'eau dans une tarte. Il faut une pomme dure qui a reposé depuis l'automne. Et ensuite, on ajoute le sucre soi-même, pour savoir exactement quelle quantité il y a. » La douairière tourna la tête et la regarda attentivement pour la première fois. « Dites votre nom. Cassandra Royce. Quel âge? 23 ans. Où avez-vous appris à faire ça à une croûte? Mon père, Votre Altesse. Il était pâtissier. Il est mort il y a 6 ans. Et où avez-vous été depuis? 2 ans avec ma grand-mère, puis 4 ans en service à Southwark. Aide de cuisine, puis sous-chef dans une maison de 14 personnes. Et ce matin, mon petit-fils vous a regardé pendant 2 secondes et vous a renvoyé chez vous. » Cassandra ne dit rien. Il n'y avait rien dans cette phrase qui la concernait. « Savez-vous, dit la douairière, ce qu'il a mangé à ma table le dernier jeudi de février? Un peu de soupe claire, 4 cuillerées. Puis il a déplacé tout le reste dans son assiette pendant 1h15. Il était extrêmement charmant. Il est rentré chez lui et, j'ose le dire, a mangé du pain et de l'eau à minuit comme un moine. Elle frappa 2 fois le toit de la voiture avec sa canne, et les chevaux s'ébranlèrent. J'ai une maison douairière dans le Herefordshire, à Bradford. Nous y sommes 9. La cuisinière fume quand le vent vient de l'ouest, et ma cuisinière part chez sa fille à la Saint-Michel. 22 guinées, tout compris, et une 15aine de jours pour voir si nous nous convenons. Votre Altesse, je ne vous fais pas une faveur. Je vais mieux manger que mon petit-fils à partir de maintenant. Et j'ai l'intention d'en être très satisfaite. Elle regarda par la fenêtre. De plus, j'étais en haut de l'escalier ce matin. J'ai vu 4 femmes sortir de cette maison sous la pluie avec 4 paniers couverts. J'ai honte de lui, et je suis trop vieille pour avoir honte de quelqu'un en silence. La voiture s'arrêta au coin de la rue. La douairière tendit la main, paume vers le haut. Eh bien, Cassandra pensa au grenier de Southwark, aux 6 shillings qui lui restaient.
et à la façon dont la chaleur avait quitté le panier dans Oxford Street. « Oui, Votre Altesse, dit-elle. Bien, gardez le reste. J'en ai eu pour mon argent. » La vieille femme rassembla sa canne. « Une chose, mademoiselle Royce, et nous n'en parlerons plus. Dans cette maison, on ne vous posera aucune question sur votre famille, car je ne les poserai pas. Mais vous serez vu tôt ou tard par tout le monde dans ce comté. Y a-t-il quelque chose dans votre passé qui pourrait un jour entrer dans mon salon sans frapper ?» Cassandra regarda la croûte dont 2 morceaux avaient été cassés. « Oui, madame. Votre Altesse, dit-elle. Est-ce à vous? Non. Est-ce un mensonge? Non. C'est vrai. Et ce n'est pas toute la vérité. Et je n'ai jamais pu prouver le reste. » La douairière hocha lentement la tête, comme si c'était une réponse qu'elle avait déjà entendue, dans une autre pièce, il y a longtemps. « Alors ça attendra, dit-elle. Descendez. Soyez au coche de Gloucester jeudi à 6 heures. Voici la chose qui pourrait entrer dans un salon un jour sans frapper. » Simon Royce a tenu une pâtisserie-confiserie dans Ludgate Street pendant 19 ans. C'était une boutique étroite, avec une vitrine en saillie. En saison, il y exposait des pièces en sucre, des paniers, des petites colonnes, des feuilles. En février 1810, il a fourni la table du souper pour un bal à Grosvenor Street. 230 personnes étaient assises. Parmi les choses sur cette table se trouvaient 9 paniers en sucre de couleur verte. Ils étaient remplis de confiseries faites dans la boutique par Simon Royce et par sa fille. Elle avait 15 ans et faisait les feuilles parce que ses mains étaient petites. Le colorant vert était acheté tout près. Tous les confiseurs de Londres achetaient leurs couleurs toutes prêtes chez les droguistes et les marchands de couleurs. Le papier dans lequel il était vendu cette année-là portait l'inscription « Garantie inoffensif ». Simon Royce utilisait le même verre, de la même boutique, depuis 16 ans. 11 personnes tombèrent malades cette nuit-là et durant la semaine qui suivit. Un enfant de 5 ans fut malade pendant 5 semaines et ne mourut pas. Il n'y eut pas de procès, il n'y eut pas d'enquête, il y eut un paragraphe. Il parut 4 jours plus tard, en petits caractères, parmi les nouvelles mondaines. Et il ne le nommait pas. Il disait qu'un confiseur de Ludgate Street avait empoisonné le souper d'une maison de Grosvenor Street avec du cuivre, et que la ville pouvait tirer ses propres conclusions sur ce qu'elle avait mangé tout l'hiver. 2 jours plus tard, un second paragraphe le nommait. Son prénom était erroné, mais le nom de la rue était correct. C'était tout. 40 lignes en petits caractères sur 2 matinées. La boutique était pleine le mardi et vide le vendredi. Il avait 49 ans. Pendant 2 ans, il a continué à ouvrir la porte à 6 heures du matin. Il sortait les plateaux, les rentrait à 8 heures du soir. Il a écrit 11 lettres aux marchands de couleurs de Bucklersbury. Il a reçu 2 réponses, toutes 2 polies. Aucune ne disait rien. En janvier 1812, il s'est assis sur la marche à l'arrière de la boutique, un plateau à la main. Il y est mort d'une apoplexie, et Cassandra, qui avait 17 ans, l'a trouvé. Elle a gardé 2 choses de cette maison. La première était le coupe-pâte. Il avait appartenu à sa grand-mère, Dorcas Royce. Elle avait fait de la pâtisserie pour gagner sa vie dans la même ville pendant 40 ans. Elle a recueilli Cassandra après cela, lui a appris le reste de ce qu'elle savait, et est morte en 1814. La seconde était le livre de comptes de son père, relié en toile, marron, avec les commandes écrites de sa main ronde et assurée. Plié à l'intérieur, à la fin, se trouvait un morceau de papier bleu épais. Il portait un nom, une adresse, et les mots « Garantie inoffensif ». Le colorant vert était arrivé dans cette boutique dans ce papier le 4 janvier 1810. Elle l'avait porté sur elle pendant 8 ans. Elle ne l'avait jamais montré à personne. Il y avait des raisons, et aucune d'elles n'avait jamais vraiment constitué une raison suffisante. Un papier plié prouve ce qui a été vendu, pas ce qu'il contenait. Une femme de 17 ans avec un emballage imprimé et un père mort qui va voir un avocat est une femme à qui on demandera ce qu'elle veut. Et elle n'aura pas de bonne réponse. Et il y avait l'autre chose, à laquelle elle pensait le moins et qui pesait le plus. L'homme dont le nom était sur ce papier avait une femme et une fille d'environ 13 ans. Le papier est donc resté là où son père l'avait mis. Cassandra est entrée en service et n'a jamais révélé le métier de son père à une gouvernante. En 8 ans, elle n'a jamais dit une seule fois à voix haute dans une cuisine la vraie raison pour laquelle elle était si précise sur ce qui entrait dans tout ce qu'elle préparait.
Brawford était une maison basse et grise de 8 chambres. Elle était située de biais par rapport à un chemin à 1,5 miles en contrebas de la grande demeure d'Elmhurst. Elle était hors de vue, derrière un flanc de colline. C'était la maison douairière des Colebrook depuis 90 ans. La cuisine était à moitié en sous-sol, à l'extrémité nord. Elle avait une fenêtre au niveau du gravier. Ainsi, tout l'été, Cassandra travaillait avec une vue sur des bottes et des jupes. La maisonnée comptait 9 personnes. Madame Bowden, la gouvernante, qui était à Brawford depuis l'époque du vieux-duc. Elle parlait très peu et n'oubliait rien. Orwell, le cocher, qui était sourd de l'oreille gauche et ne voulait pas l'admettre. 2 femmes de chambre, un garçon pour les bottes et une femme pour la lessive. Tilly en cuisine, 16 ans, de Wrexham, qui ne savait pas épeler et pouvait désosser un lièvre en 4 minutes. Et la douairière, qui mangeait à 4 heures, seule, sur une petite table avec un livre. Cassandra est arrivée en avril. À la fin de la première quinzaine, elle avait démonté le conduit de cheminée et empêché la cuisinière de fumer quand le vent venait de l'ouest. À la fin de mai, elle avait mis de l'ordre dans l'office et nettoyé le grenier au-dessus de la remise pour les pommes. En juin, elle a commencé à se promener. Elle marchait le soir, quand la vaisselle était faite. Elle remontait le chemin, passait l'échalier et longeait le haut des vergers. Le Herefordshire, lors d'un bon mois de juin, est un pays fait de pommes. Les vergers d'Elmhurst couraient sur toute la longueur de la pente, en parcelles. Les vieux arbres en bas, près du ruisseau, et les jeunes au-dessus. Elle les a appris en les parcourant. Quels arbres étaient pour le cidre et lesquels pour la cuisine. Les 4 vieux pommiers Calville dans le coin le plus proche de la route, et la rangée de rainettes le long du mur. Les 2 cognaciers près du portail que personne n'avait cueillis depuis des années. Personne à la grande maison ne voulait de coin. Porley, le jardinier en chef d'Elmhurst, a cessé de faire semblant de ne pas l'avoir vue après la 3e soirée où il l'a trouvée sous les rainettes. « Vous voulez celle du côté nord de cet arbre, dit-il. Elles mûrissent plus lentement. Elles se conservent jusqu'en mars. Je sais, dit-elle. Porley la regarda de côté. Ah, dit-il. Et ils se sont très bien entendus après ça. C'est ainsi qu'elle a appris des choses sur le duc. Car la cuisine de Brawford parlait, et les jardins d'Elmhurst parlaient. Et le sujet sur lequel il revenait était toujours le même. Il avait 31 ans. Il était duc depuis ses 27 ans. Il n'était ni un mauvais propriétaire, ni un bon. Il était un propriétaire exact, ce que les tenanciers en étaient venus à préférer. Il chassait. Il donnait 2 dîners par an à la grande maison. Il dînait à Brawford, le dernier jeudi de chaque mois, où il était dans le comté. Et il ne mangeait pas. C'était la chose sur laquelle tout le monde avait une théorie. Il s'asseyait, on le servait, il parlait. Et les assiettes repartaient avec la nourriture déplacée dessus. Frié, le majordome d'Elmhurst, disait après son 3e verre que son maître avait été servi 400 dîners depuis la mort du vieux duc, et en avait peut-être mangé 40. Le village disait que c'était de l'orgueil. La cuisine de Brawford disait que c'était son foie. Madame Bowden ne disait rien du tout, ce que Cassandra a remarqué. Il y avait aussi Mademoiselle Halstead. Beckham Park se trouvait au-delà de Longden, à 1 heure de route. Il avait été acheté en 1814 par un monsieur Halstead de Londres. Il était mort en 16, laissant une veuve, une fille et beaucoup d'argent. La fille s'appelait Georgina, elle avait 24 ans, et il était entendu dans le comté, entendu de cette manière particulière dont la campagne comprend les choses que personne n'a dites, qu'elle serait la prochaine duchesse de Colebrook. C'était entendu depuis 2 ans, parce que Madame Halstead le disait agréablement, souvent dans les magasins, et parce que personne qui aurait pu savoir n'avait jamais dit le contraire. Cassandra a entendu tout cela dans une cuisine pendant 4 mois, et cela ne lui faisait pas plus d'effet que les agissements de la lune. Une fois en août, elle l'a vue. Elle descendait à travers la parcelle du haut, avec un panier de coin à 7 heures du soir. Il remontait l'allée en contrebas sur un cheval gris, au pas, seul, tête nue, les rênes lâches. Il est passé à 20 mètres en dessous sans lever les yeux. Elle est restée immobile sous les arbres jusqu'à ce que le bruit du cheval ait disparu. Elle n'avait pas peur de lui. Cela aurait été plus simple. Elle est restée immobile, à cause de ce qu'elle avait découvert à la seconde où elle a vu la tête Auburn apparaître au coin du mur. Elle tenait encore beaucoup de ce mois de mars dans ses mains.
Elle avait cru l'avoir déposé. Puis elle est descendue à la maison et a mis les coins au frais dans l'office. Et il y avait du pain à préparer. Et la soirée a continué comme les soirées le font. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, veuillez vous abonner à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Depuis des années, vous me demandez une histoire plus longue. Alors j'en ai écrit une. 3 romans complets. Une famille, 26 ans, une promesse. La trilogie The Duke's Promise par Gary Payton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité sur timelesslovebooks.com. Et si vous regardez sur votre téléviseur, il suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le code. Maintenant, réinstallez-vous confortablement. Notre histoire nous attend. Le dernier jeudi d'octobre était le 29. Il est arrivé à 5 heures. Cassandra a su qu'il était arrivé parce que Tilly est descendue en courant, son bonnet de travers, pour dire que le cheval gris était dans la cour, et parce que la cloche a sonné, et parce que Madame Bowden est apparue à la porte de la cuisine. Elle est restée là un moment, les mains jointes, à regarder la cuisinière, ce qu'elle ne faisait jamais. Le dîner à Bradford, quand le duc venait, se composait de 5 services et sans cérémonie. La douairière ne voulait pas d'un laquais derrière sa chaise, dans sa propre maison. Orwell and a bit et Tilly à la porte, c'était tout. Cassandra a envoyé une soupe d'oignons très foncée, un turbot et une selle de mouton avec une sauce aux noix marinées, et un plat de céleri étuvé dans son jus. Elle y avait pensé pendant 3 jours, et elle n'avait rien préparé de tout cela pour lui. On lui avait dit pendant 6 mois que cela ne servait à rien. Puis, le dessert et la tarte. C'était la tarte qu'elle avait faite en mars. Ou plutôt, la petite fille de cette tarte. Elle l'avait construite autour des rainettes du mur d'Elmhurst, encore dur comme un poing en octobre. Et des 2 coins du portail, zeste de citron, massisse, un peu plus de sucre qu'elle n'aimait, car le sucre dans une tarte n'est pas la douceur. C'est ce qui fait que le fruit a le goût de lui-même. Elle avait fait le bord bas et festonné avec le coupe-pâte de sa grand-mère. Elle avait mis 3 feuilles au milieu. Elle avait laissé le sucre caraméliser et noircir très légèrement sur un bord, là où le jus sortait par la cheminée. Son père disait que l'endroit brûlé est le meilleur et que seul un imbécile le coupe. Elle est montée à 7h moins 10. À 7h03, Tilly est descendue de l'escalier à reculons, trop vite. Elle s'est arrêtée au milieu de la cuisine, le plateau vide serré contre sa poitrine. « Il l'a mangé », dit-elle. « Il en a mangé un peu », dit Cassandra, qui grattait la planche. « Non, mademoiselle, il l'a mangé. » Il a pris un morceau et il s'est arrêté. Il est resté là, puis il a mangé le reste. Et puis il est devenu silencieux. Ses yeux sont devenus énormes. Il est assis là-haut sans rien dire du tout. Et son Altesse a arrêté de manger aussi. À l'étage, à ce moment-là, le duc de Colebrook avait posé sa fourchette. Il avait mis le premier morceau dans sa bouche par habitude, au milieu d'une phrase sur le pont du comté à Longden, parce que la phrase avait besoin d'un endroit où regarder pendant qu'il en trouvait la fin. Puis la phrase s'était arrêtée. Pendant 7 ans, il avait mangé dans le noir. En novembre 1811, il était tombé de cheval en dessous de Nunwell. Sa tête avait heurté un poteau de barrière. Il était resté 2 jours sans se réveiller. Il s'était réveillé en parfaite santé, sauf sur un point particulier. Rien n'avait d'odeur, rien n'avait de saveur. Le docteur Jeffson appelait cela une perte du nez. Il avait dit que ça reviendrait dans 1 mois, puis dans 6 mois, puis avait cessé de le dire. Depuis, tout n'était que texture et température. Il l'avait dit une fois à sa grand-mère. Il l'avait dit à Thurston, qui l'habillait. Il ne l'avait jamais dit à personne d'autre. Car un homme de 24 ans qui ne peut pas goûter est une curiosité. Et un duc qui est une curiosité n'est rien d'autre pour le reste de sa vie. Il avait donc cessé de manger devant les gens, et avait renvoyé des cuisiniers comme on éteint des bougies, sans méchanceté et sans attention. Et puis une jeune femme dans le Herefordshire a mis un morceau de tarte aux pommes devant lui, et le haut de sa bouche a repris vie. Pas entièrement, loin de là, mais le coin était là, un fil dur et brillant de quelque chose qui était presque une odeur, montant derrière ses yeux. Le massif en dessous, le zeste de citron, le bord noir et amer, où le sucre avait caramélisé. Tout s'est dressé dans sa tête en même temps.
comme une pièce quand on ouvre les volets. Il a mangé le reste très lentement, et n'a pas entendu un mot de ce que sa grand-mère a dit. Puis il a posé la fourchette. « Qui a fait cette tarte aux pommes » dit-il. La douairière le regarda par-dessus sa petite table. Elle n'était pas une femme souvent surprise, et elle prit un moment. « Ma cuisinière l'a faite. Quel est le nom de votre cuisinière ?»« Pourquoi, grand-mère ?» Sa voix était partie quelque part où il ne l'utilisait pas. « Quel est son nom ?»« Royce, dit la douairière. Cassandra Royce. Elle est venue chez moi en avril. Et puis, parce qu'elle avait 71 ans et attendait quelque chose depuis 6 mois sans savoir quoi, faites-la venir si vous la voulez. Elle ne sera pas apprêtée. Elle est devant une cuisinière depuis midi. » Il dit « Faites-la venir. » En bas, Cassandra se lavait les mains. Elle les a lavées jusqu'à l'avant-bras à l'eau froide, enlevant la farine des plis. C'était tout ce qui pouvait être fait dans les 90 secondes qu'elle avait. Elle a dénoué son tablier et a mis le propre. Elle a repoussé les cheveux de son front avec son poignet, ce qui a laissé une traînée humide sur sa tempe. Et elle a monté l'escalier de la cuisine, le cœur battant comme un oiseau dans un sac. La salle à manger de Bradford était petite, éclairée aux chandelles à cette heure, et chaude. Elle est entrée et s'est tenue près de la porte, là où se tiennent les domestiques. Le duc s'était levé. Rien que ça, elle ne savait pas quoi en faire. Aucun gentleman ne s'était jamais levé pour elle de sa vie, et elle était en service depuis 6 ans. Il la regardait comme un homme regarde un mot qu'il a mal lu. Personne ne disait rien du tout. Elle était consciente de la farine sous ses ongles qu'elle n'avait pas réussi à enlever, et de la traînée humide sur sa tempe, et de la brûlure le long de son pouce, causée par la porte du four mardi. Elle gardait les yeux fixés sur le bord de la table et attendait qu'on lui parle. « Parce que c'est ce qu'on fait. Vous avez apporté un panier à Hill Street, dit-il. » Cassandra leva les yeux. En mars, sa main se posa sur le dossier de la chaise et y resta, sous la pluie. Vous étiez 4 sur le banc dans le couloir. Oui, Votre Altesse. Je ne l'ai pas ouvert. Non, Votre Altesse. Qui avait-il dedans? Une tarte aux pommes, dit-elle, faite avec des pommes de Mars d'un grenier de Southwark, et du coin, du zeste de citron et du massis. Il y avait des feuilles sur le dessus. C'était la même que celle-ci, sauf que le fruit était plus vieux de 8 mois. Et la croûte était meilleure parce que j'avais eu toute la nuit pour la faire, et pas de dîner à envoyer avant. Elle s'entendit le dire et ne put s'arrêter. Et après, elle ne le regretta pas. Le duc de Colebrook se tenait debout, une main sur le dossier de sa chaise, et ne dit rien du tout. Pendant ce qu'elle compta, sans vouloir compter, comme 5 secondes entières. 1, 2, 3, 4, 5. Il retira sa main de la chaise. Merci, ce sera tout. Et elle fit la révérence et descendit. Et les assiettes descendirent après elle. Elle les a grattées, les a empilées, et a mis la grande marmite en cuivre pour le matin. Elle n'a tremblé que lorsqu'elle était sur la 4e marche menant à sa chambre, la bougie à la main. Il est revenu le lendemain soir, pas par l'entrée principale. À 9h moins le quart, la maison à l'étage était calme. Tilly était montée, et Cassandra était seule dans la cuisine, préparant le levain pour le matin. Quelqu'un a frappé 2 fois à la porte extérieure, en bas de l'escalier de service. C'était le duc de Colebrook, en grand manteau, les épaules mouillées. Il avait marché le 1,5 depuis Elmhurst dans le noir. « Puis-je entrer » dit-il. Ce n'était ni une question, ni un ordre, et il semblait le savoir. Elle s'écarta de la porte. Il est entré dans sa cuisine, s'est arrêté et a regardé autour de lui en prenant son temps. La cuisinière aux plaques noircies. La longue table récurée, blanche, virant au gris le long des veines du bois. Le bol de pâtes sous son linge sur l'étagère chaude, respirant très lentement. « Asseyez-vous si vous le voulez, dit-elle. Il n'y a que le banc et le coin de la table pour s'asseoir. » Il s'assit sur le coin de la table. « Je veux que vous la refassiez, dit-il. » Cassandra mit ses mains dans son tablier. « La tarte, Votre Altesse. Une petite. Maintenant, si c'est possible. Sinon, alors demain, et je reviendrai demain. » Il regardait ses propres mains. « J'ai besoin de savoir si c'était la tarte. Si c'était la tarte ou quoi, ou une erreur, dit-il. » Elle le regarda un moment, puis elle alla au bac à farine, sortit la planche et commença. Quand Cassandra Royce ne savait pas ce que quelque chose signifiait, elle commençait généralement à travailler et laissait le sens la rattraper. Il la regardait la faire. Il la regardait frotter la matière grasse dans la farine du bout des doigts, en la soulevant,
en la laissant retomber. Il la regardait mettre l'eau d'un seul coup, au lieu de progressivement, puis elle la laissait reposer sur le bout froid de la table. Elle appelait 4 rainettes, si finement, que la lumière de la lampe passait à travers les tranches. Personne ne l'avait regardée travailler depuis la mort de son père. Elle découvrit que cela ne la dérangeait pas. « Pourquoi repose-t-elle » dit-il. « Parce qu'elle est en colère » dit Cassandra. « Vous venez de la malmener. Si vous l'étalez maintenant, elle vous résistera et rétrécira au four. Et vous obtiendrez une chose dure avec un mur autour. Laissez-la un quart d'heure, et elle oublie. Ce n'est pas une recette. C'est une opinion sur la pâtisserie. Oui, Votre Altesse. » Quelque chose se passa au coin de sa bouche. Pas un sourire, mais l'endroit où un sourire irait. La petite tarte est allée au four à 10h20. Pendant qu'elle cuisait, il est resté assis sur le coin de la table, son manteau toujours sur lui. Il a regardé le feu. Puis il a dit, sans aucune préparation, « En novembre 1811, je suis tombé de cheval dans le champ en dessous de Nunwell. J'ai heurté un poteau de barrière avec ma tête. » Cassandra arrêta d'essuyer la planche. J'ai mis 2 jours à reprendre connaissance. Tout s'est réparé. Jefferson était très content de moi. Il tourna la bague à son petit doigt. Sauf que depuis ce mois de novembre, je ne peux plus rien sentir. Et je ne peux plus rien goûter. Et cela fait maintenant 7 ans. Rien du tout, Votre Altesse? Le sel, un peu. L'acide, un peu plus. Ce qui est piquant. Le poivre, la moutarde, le roquefort. Mais ce n'est pas du goût, c'est de la douleur. Et je me suis pris d'affection pour la douleur. Il le dit d'un ton égal, comme un homme lisant l'inventaire d'une maison qui a brûlé. Tout le reste est chaud ou froid, mou ou dur et gris. Le bœuf et le mouton sont la même chose sous des formes différentes. Je ne peux pas distinguer un vin d'un autre. Je ne peux pas dire si le lait a tourné. Je ne sens pas la fumée. Vous ne sentez pas la fumée, dit-elle. Non. Elle pensa à un homme endormi dans une grande maison avec 200 bougies, et elle dut se tourner vers la cuisinière et faire quelque chose au registre. Qui le sait? Ma grand-mère. Thurston. Qui m'habille? Jefferson. Qui est mort? Il leva les yeux. Et vous? Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule personne en Angleterre qui ait jamais mis devant moi quelque chose qui est passé, dit le duc de Colebrook. J'aimerais savoir comment vous avez fait. Je ne pense pas que je puisse le découvrir en vous mentant à ce sujet. La tarte est sortie à 11h moins 10. Petite, avec une seule feuille dessus, car il n'y avait pas de place pour 3. Il en a mangé un quart, debout, et elle a observé son visage. Une immobilité. Puis les yeux partant ailleurs. Puis une sorte de colère, car on venait de lui rendre un coin du monde et il ne pouvait pas avoir le reste. C'est le coin, dit-il, en partie. Recommencer. Autre chose. N'importe quoi. Je veux savoir où se trouve la limite. Alors ils ont fait un inventaire à 11h du soir, dans la cuisine d'une maison douairière, avec le vent qui se levait dans le chemin. Elle a mis des choses devant lui, une par une, sur la table blanche, sans rien dire de ce que c'était. Il les a goûtées et lui a dit. Elle a noté sur le dos d'une facture de boucher avec un crayon. « Vinaigre », dit-il. Le vinaigre de cidre passe, et vivement. Le citron, il l'a pris 2 fois, et l'a fait attendre pendant qu'il le faisait. Le zeste, oui. La pulpe, rien du tout. Le pain, rien. Le beurre, rien du tout. Le miel, le sucre et le lait sont passés, l'un après l'autre, sans un mot de sa part. Puis un morceau de mouton froid, qu'il a posé assez brusquement. « C'est du mouton », dit-il. « Et je le sais seulement parce que c'est froid, et que ça tire. » Une feuille de laurier mâchée lui a donné quelque chose de vert et de fin, tout au fond. Le verjus, il a aimé. Le clou de girofle, il l'a gardé longtemps sur sa langue, puis a dit oui. Le coin, il a dit cru. Oui, oui. En tout dernier, elle a gratté le sucre brûlé et noirci du bord du plat à tarte. Elle le lui a donné sur la pointe d'un couteau, et il a fermé les yeux. Plus que toute autre chose sur cette table, dit-il. Elle a regardé la liste quand ils ont eu fini. 13 choses essayées, 6 qui sont passées. Et chacune des 6 était acide, amère ou piquante. Ou le goût étrange, aigre-doux, d'un vieux fruit. Vous en avez un 10e, dit-elle. À peu près. Alors on vous a mal nourri pendant 7 ans. Elle entendit comment cela sonnait et ne le retira pas. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais on vous a servi du mouton, de la crème et des sauces douces. C'est ce qu'on envoie dans une grande maison. Et rien de tout cela ne peut vous atteindre. Personne n'a cuisiné pour le 10e.
Le duc de Colebrook regarda la liste au dos de la facture du boucher et ne la toucha pas. Non, dit-il. Personne ne l'a fait. À la porte, il s'arrêta, la main dessus, comme il s'était arrêté dans un office en mars. Mademoiselle Royce, Votre Altesse, je vous ai fait sortir de cette maison sous la pluie, sans ouvrir votre panier. Et j'ai dit quelque chose sur votre âge devant 4 personnes. Je ne peux pas en faire autre chose que ce que c'était. Il ne la regardait pas. Je ne pouvais pas distinguer un de ses paniers de l'autre. Alors j'ai choisi la femme la plus âgée de la pièce, et je suis sorti. Et j'ai appelé ça être pressé. Oui, Votre Altesse. Vous n'allez pas me faciliter la tâche. Non, Votre Altesse, dit Cassandra. Je ne pense pas. Il remonta les marches de service dans le vent, et la porte se referma. Et elle resta longtemps dans sa cuisine, avec une facture de boucher à la main. Orwell ne pouvait pas dormir avec son oreille comme elle était. Il a vu un grand homme remonter le chemin depuis la porte de la cuisine à 11 heures du soir. Il n'en a parlé à personne dans la maison, parce qu'il était loyal. Il en a parlé à sa sœur à Rexall, parce que c'était sa sœur. À la 2e semaine de novembre, la nouvelle était arrivée jusqu'à Beckham Park. Madame Halstead était une femme confortable avec une voix douce. Elle n'avait jamais de sa vie dit une chose dure d'une manière dure. Le 12 novembre, elle a écrit à une connaissance de Bruton Street une longue et agréable lettre sur le prix du charbon. Au milieu, elle a mis 4 lignes qu'elle pensait sans importance. Le duc de C, qu'on n'avait pas réussi à faire dîner où que ce soit depuis 2 ans, avait récemment été vu sortant de la porte de la cuisine de sa grand-mère à minuit. La maison douairière avait une nouvelle cuisinière de 23 ans. Le comté était très amusé. La connaissance de Bruton Street a lu la lettre à une table de jeu. Un gentleman à cette table de jeu vendait des paragraphes aux journaux du matin pour 2 shillings la pièce. Il avait une femme et 5 enfants à Lambeth. Il n'était pas un homme mauvais d'une manière qui puisse être démontrée. Le paragraphe parut le 17 novembre, parmi les nouvelles mondaines, en petits caractères. Il disait qu'un certain duc, dont les vergers étaient la fierté du Herefordshire, avait trouvé dans la propre maisonnée de sa grand-mère ce que 2 saisons de salon n'avaient pas réussi à lui offrir. La dame était jeune. Elle n'avait aucune famille. Le comté pouvait s'attendre à un mariage avant la Chandeleur. Il faisait 9 lignes. Il ne nommait personne. Il n'en avait pas besoin. Le journal de Hereford le copia le 21. Et le 23, il avait été lu à voix haute dans tous les salons à portée de Longden. Cassandra l'a appris dans sa propre cuisine par Tilly, qui le tenait du transporteur. Tilly pleurait d'excitation. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi la maîtresse de la cuisine s'est assise lentement sur le banc et a mis sa main sur sa bouche. Car Cassandra Royce, seule de tout le comté, savait exactement ce qu'un paragraphe pouvait faire. Le duc est descendu à Bradford, le 24 à 11 heures du matin. Il était en colère, le journal de Hereford plié dans sa poche. « Je leur écrirai aujourd'hui, dit-il. 1 ligne, 2 lignes. La rumeur est sans fondement. Essor peut la porter. Asseyez-vous, dit sa grand-mère. Grand-mère, asseyez-vous, Montigue, et laissez une vieille femme vous dire ce que vous venez de proposer de faire. Elle attendit qu'il s'assoie. Vous ferez imprimer que la rumeur est sans fondement. Le lundi, toutes les salles des domestiques entre ici et Ludlow se demanderont de quelle rumeur et de quelle femme il s'agit. D'ici jeudi, ils auront son nom, et vous aurez dit devant toute l'Angleterre que c'est impensable. Et tout ce comté regardera une jeune fille de 23 ans et sera d'accord avec vous. Il ne dit rien. Vous avez 3 options, dit la douairière. Vous pouvez le nier et la ruiner. Vous pouvez ne rien dire et laisser courir jusqu'à ce que ça se tasse, ce qui dans un comté prend environ 4 mois. Ou vous pouvez l'épouser, ce que je ne propose pas, et ce qu'elle refuserait très justement. Vous vous amusez. J'ai 71 ans, et nous sommes en novembre. Oui, elle le regarda fixement. Mais vous ne ferez pas la première chose. Alors descendez et demandez-lui, car c'est sa décision, pas la vôtre. Si vous décidez pour elle dans cette pièce, je ne vous le pardonnerai jamais. Il descendit l'escalier de la cuisine à 11 heures du matin, en plein jour. Toute la maisonnée le vit. Il demanda à Cassandra Royce de monter dans le petit salon. Elle monta, les manches baissées et boutonnées. Il posa le journal plié sur la table entre eux. Il lui dit clairement ce qu'il était venu faire ce matin-là et ce que sa grand-mère avait dit. Il n'a rien adouci. D'une manière ou d'une autre, on parlerait d'elle dans toutes les cuisines de la paroisse d'ici dimanche. Et c'était de sa faute à lui, pas à elle. « Donc je ne dois rien dire, dit Cassandra.
Je vous demande ce que vous voulez qu'on fasse. Je n'ai pas le droit de le demander, mais je le demande. Elle se tenait au bout de la table et lut les 9 lignes en petits caractères 2 fois. Elle pensait à son père, au poids exact de 40 lignes sur 2 matinées, et à ce que 40 lignes avaient pu soulever. À la façon dont on ne peut pas argumenter avec une chose imprimée, seulement lui survivre. À la façon dont il avait argumenté avec elle pendant 2 ans et était mort sur une marche avec un plateau. On ne choisit pas ce qui est imprimé sur soi. On choisit seulement ce qu'on fait pendant que ça dure. Alors laissons courir, dit-elle. Mais j'aurai des conditions, Votre Altesse. Et si vous ne les acceptez pas, je donnerai mon préavis aujourd'hui et je monterai à Londres jeudi. Il dit. Énoncez-les. Ça se termine à la chandeleur. Elle les énuméra sur la table avec un doigt, à plat, comme elle comptait les œufs. Le 25 mars, 4 mois. Après ça s'éteindra ou vous le démentirez quand ce sera vieux et que personne ne s'en souciera. Je serai parti avant. D'accord. Je continue mon travail. Je suis cuisinière à Bradford. Je ne serai pas sortie de cette cuisine et mise sur une chaise dans un salon pour être regardée. J'ai vu une femme traitée de cette façon et ça l'a brisée. D'accord. Vous ne me donnerez rien. Pas d'argent, rien qui soit acheté. Si votre grand-mère souhaite m'habiller pour la porte de l'église, c'est son affaire, et elle peut en avoir le crédit. Mais rien ne viendra de vous. Sa mâchoire se contracta. D'accord. Et personne ne me le dit en face. Elle leva les yeux vers lui. Pas une seule personne ne se tiendra devant moi pour m'appeler votre fiancé et attendre que je réponde, car je ne mentirai pas debout, Votre Altesse. Je peux tenir ma langue pendant 4 mois. Je ne peux pas dire les mots. Personne ne vous le dira en face, dit le duc. Si je dois être extrêmement impoli dans le Herefordshire pendant 4 mois, ce que je suis tout à fait capable de faire, alors ce sera tout. Ce n'est pas tout. Il ramassa le journal et le rangea. Il y a une 4e chose, et vous ne l'avez pas demandé, alors je vais la dire. Cela m'achète un hiver pendant lequel je suis autorisé à être dans une pièce avec vous sans que personne n'y pense à mal. Je le sais. Je veux que vous sachiez que je le sais. Car sinon, je vous aurais dit la vérité sur tout dans ma vie, sauf sur la seule chose qui compte. Cassandra se tenait très immobile. Oui, Votre Altesse, dit-elle. Ainsi commencèrent les 4 mois les plus étranges de sa vie. Elle était cuisinière dans une maison douairière de 6 heures du matin à 9 heures du soir, et la future duchesse de Colebrook le dimanche, entre 11 heures et 1 heure. La douairière s'occupait de l'habillement, et elle le faisait comme un général. Elle ne voulait pas que Cassandra porte quoi que ce soit de neuf. Le neuf dit « acheter », disait-elle. À la place, elle ouvrit 2 armoires fermées depuis 30 ans. De la bonne soie grise, du bon drap de mérinos vert foncé qu'on ne fabriquait plus. Cassandra les a retaillés pendant 3 semaines, le soir. Une femme qui peut refaire une robe de 30 ans pour qu'elle n'ait pas l'air d'une charité est une femme qui a un métier entre les mains. Le 29 novembre, Cassandra Royce est entrée dans l'église de Wrexhall, derrière la duchesse douairière de Colebrook. Elle s'est assise dans le banc des Colebrook. La paroisse est devenue absolument silencieuse. Monsieur Blove, au milieu de l'ajustement de son surplis, a perdu le fil de ce qu'il faisait et a dû recommencer. Après, dans le cimetière, dans le froid, le comté est venu à elle en file. Et c'était la partie qu'elle avait redoutée. Ce ne fut pas aussi mauvais qu'elle l'avait craint, et pire, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Personne n'a été impoli. 2 ou 3 ont été gentils. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'étaient les questions. Toutes la même question sous des chapeaux différents. Qui était votre famille? Que faisait votre père? Il tenait une boutique à Londres, a-t-elle dit une 12aine de fois ce matin-là. Il est mort. Une 12aine de fois. La réponse fut accueillie par un petit hochement de tête et un changement de sujet. Et une 12aine de fois, elle a vu la personne ranger l'information comme une pièce de monnaie. Mademoiselle Georgina Halstead est venue à l'église de Wrexhall ce dimanche-là, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 1 an et demi, car Beckham se trouvait dans une autre paroisse. C'était une belle jeune femme aux cheveux blonds et à la très bonne contenance. Elle a remonté le chemin avec sa mère, s'est arrêtée devant Cassandra et lui a tendu la main. Elles se sont serrées la main. Puis elle a dit « Comment allez-vous? Vous êtes la cuisinière. »« Oui, madame. »« Georgina, » dit madame Halstead. « Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai, maman. » Elle tenait toujours la main de Cassandra. La sienne était froide et pas parfaitement stable.
Je suis ravi pour vous, mademoiselle Royce. Vraiment. Il faut bien que quelqu'un soit le premier. Puis elle a lâché prise, a continué son chemin, est montée dans sa voiture, et personne ne l'a vu pleurer. Décembre fut le bon mois. Elle a su, même à l'époque, que c'était le bon mois. Ce qui est rare et ce qui est une chose que l'on paye plus tard. Il dînait à Bradford tous les jeudis maintenant. À la deuxième semaine, c'était devenu le jeudi et le dimanche. Et à la troisième, personne ne se donnait la peine de prétendre que c'était un arrangement. Cassandra cuisinait pour le 10e. C'était un travail difficile et cela l'a captivé comme rien dans son métier ne l'avait jamais fait. Car tout ce qu'on lui avait appris était conçu pour les 9 autres parties. Le beurre ne transmettait rien. La crème était un gaspillage de vache. La douceur seule était un espace vide dans une assiette. Chaque plat devait reposer sur une structure d'acide, d'amer et de piquant. Le reste était suspendu dessus pour l'apparence. Ainsi, il pouvait s'asseoir à table et sembler manger ce que tout le monde mangeait. De l'oseille hachée crue dans du bœuf froid, du réfort râpé dans une crème qu'il ne pouvait pas goûter à cause de la brûlure. Des oranges de Séville du marché de Longden, le zeste confit et amer. Des noix marinées, qu'il adorait. De la moutarde fraîchement préparée avec du verjus, qui faisait pleurer Tilly quand elle la remuait. Des coins cuits entiers, avec des clous de girofle, jusqu'à ce qu'ils prennent la couleur d'une vieille brique. Il en a mangé 2 fois et a eu honte la 2e fois. Et le sucre brûlé, toujours quelque part sur la table. Le bord noir et amer de quelque chose, car c'était la porte la plus forte qui lui restait. Elle a tout noté. La facture du boucher du premier soir, puis une 2e feuille. Puis un petit carnet de blanchisserie à ligne que Madame Bowden lui a trouvé. Au milieu de décembre, il y avait 9 pages dedans, de son écriture carrée et peu élégante. Ce qui passe, ce qui ne passe pas, ce qui passe si c'est à côté du coin. Elle a intitulé la première page « Les choses qui l'atteignent » et ne l'a pas changé. Un jeudi, il a demandé à voir le carnet, et elle n'a pas voulu le lui donner. C'est un carnet de travail. Il y a mes erreurs dedans, dit-elle. Et si je vous le donne, Votre Altesse, vous commencerez à faire attention à ce que vous me dites, parce que vous saurez que c'est noté. Alors, il ne sera plus utile à aucun de nous deux. Il a retiré sa main. Et à l'étage, plus tard, seul avec le feu qui mourait, le duc de Colebrook s'est assis, les coudes sur les genoux, jusqu'à ce que les bougies aient besoin d'être mouchées. Il a lentement compris ce qu'il s'était arrangé pour ne pas savoir. Il avait cessé de descendre ce chemin pour la nourriture il y a quelques semaines. Il l'avait descendu en novembre, parce qu'une femme lui avait rendu un coin du monde. Il le descendait en décembre à cause de la façon dont elle avait dit que ce ne serait utile à aucun de nous deux. Parce qu'elle ne lui a jamais demandé une seule fois comment il allait. Parce qu'elle était la seule personne encore en vie qui lui parlait comme à une difficulté à résoudre plutôt qu'à un rang à contourner. On lui avait fait des propositions indirectes de la part de 7 familles en 4 ans. Et il avait pensé que le vide de tout cela était la faute de son accident. Ce n'était pas le cas. Cela avait commencé avant le poteau de barrière. Le jour de Noël tombait un vendredi. La douairière ne voulait pas de Noël à Bradford, une année où la cuisinière de Bradford était dans les journaux. Alors ils sont tous montés à Elmhurst. Et la grande maison a été ouverte et éclairée pour la première fois depuis juin. Cassandra n'y était jamais entrée. Longue, basse et gris doré, elle était froide comme seules les très grandes maisons peuvent l'être, et pleine d'un étrange silence suspendu. Ils étaient 14 à dîner. Lady Wilmington est venue, la tante du duc. C'était la fille du vieux duc de son premier mariage, dont la douairière avait hérité avec le titre. C'était une petite femme droite, aux manières exquises et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle gérait les apparences de la famille depuis 30 ans. Elle a été parfaitement civile avec Cassandra. Elle lui a posé 3 questions au cours de la soirée, espacées d'1 heure. Chacune était la même question sur Londres. À 9 heures, le duc s'est levé et a dit à sa grand-mère « Je vais montrer les cuisines à mademoiselle Royce ». La fourchette de Lady Wilmington s'est arrêtée juste le temps d'être remarquée. Ils ont descendu le long couloir de pierre, une bougie chacun. La cuisine d'Elmhurst mesurait 32 pieds de long, avec un toit voûté. Une table au milieu, faite d'une seule pièce d'orme de 12 pieds. Au bout, une grande arche noircie où l'on avait fait rôtir à la broche pendant 150 ans. Et une étagère de moules à geler, comme une rangée de petites cathédrales. Aucun n'avait été utilisé depuis la mort du vieux duc.
C'était la plus belle pièce dans laquelle Cassandra s'était jamais trouvée, et elle était morte comme une église. « Ma mère m'amenait ici », dit le duc. Il posa sa bougie sur l'orme. Il y avait une femme nommée Madame Fawcett qui me gardait un plat de crème brûlée sous un linge sur cette étagère. Tous les jours, jusqu'à ce que j'aille à l'école. Je n'y ai pas pensé depuis 20 ans. Il posa sa main à plat sur la table. Je n'aurais pas pu vous dire le nom de ma propre cuisinière en novembre. Vous ne le pouviez pas, dit Cassandra. C'est Madame Lovelace. C'était la femme de Bath. Le regard qu'il lui a lancé alors était la première chose entièrement sans défense qu'elle ait jamais vue sur son visage. Vous le saviez depuis tout ce temps. Je le sais depuis avril. Elle envoie la fille de sa sœur à Bradford pour la levure le mercredi. Elle faisait tourner la bougie entre ses doigts. C'est une bonne cuisinière simple. Elle vous envoie des dîners depuis 4 ans et les récupère intacts. Et elle pense qu'elle échoue. Quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas elle. Il est resté là et a regardé les 12 pieds d'orme. « Dites-moi quoi faire, dit-il. Dites-lui la vérité. J'ai dit la vérité à 2 personnes vivantes, et l'une d'elles est en face de moi. Alors dites-lui une partie. » Cassandra posa la bougie. « Dites-lui que vous avez été blessé en 11 et que vous ne pouvez pas goûter. Et que rien de ce qu'elle a jamais envoyé n'était en faute. Vous n'avez pas besoin de lui en dire plus. Elle a des petits-enfants et elle le gardera. Elle mourra en le gardant. Et elle sera une femme différente sur le chemin du retour. » Aucun d'eux ne dit rien, et le froid des dalles montait à travers ses chaussures. « Vous n'avez pas peur de moi le moins du monde, n'est-ce pas ?» dit-il. « Non. Pourquoi pas? Parce que je vous ai vu sous votre pire jour le premier jour, » dit Cassandra. « Et vous n'étiez pas un monstre. Vous étiez un homme pressé qui ne pouvait pas faire la seule chose qu'on lui demandait, et qui ne voulait pas le dire. J'ai eu peur de beaucoup de choses, Votre Altesse. Je n'ai encore jamais eu peur de ça. » Il leva les yeux. « Je m'appelle Montigue, dit-il. » Elle resta silencieuse un moment. Dehors, quelque part au loin, dans le couloir de pierre, 14 personnes riaient de quelque chose que Lady Wilmington avait dit. « Je le sais, dit Cassandra. Je suis conscient que vous le savez. »« Montigue, dit-elle. » Aucun d'eux ne bougea. Les 2 bougies continuaient de brûler sur les 12 pieds d'orme. C'est tout ce qui s'est passé dans la cuisine d'Elmhurst la nuit de Noël. Et c'était le plus qui soit arrivé à l'un ou l'autre depuis des années. Il l'a dit à Madame Lovelace le 28. Elle a pleuré, puis s'est mise en colère. Puis elle est retournée dans sa cuisine et a envoyé un plat de salicorne mariné ce soir-là, sans qu'on le lui demande. Elle y avait pensé pendant 6 heures. La 2e semaine de janvier, Mademoiselle Georgina Halstead est montée à Londres avec sa mère pour affaires. Les affaires étaient celles de son père. Halstead avait été droguiste et marchand de couleurs à Bucklersbury pendant 26 ans avant d'acheter Beckham Park. Et l'entreprise devait maintenant être vendue. Georgina avait une tête pour les chiffres que personne dans le Herefordshire ne lui avait jamais demandé. Elle a examiné les papiers elle-même, dans un bureau de comptabilité froid, pendant 4 jours, avec ses gants. Le 3e jour, elle est arrivée au registre de lettres de 1809 et 1810. Elle a trouvé l'entrée un jeudi après-midi, 4 janvier 1810, 4 livres de verre garantis, 13 shillings, à S. Royce, pâtissier et confiseur, Ludgate Street. Elle a trouvé 9 entrées antérieures pour la même maison, remontant à 1794. Après cela, elle a trouvé les copies de 2 lettres que son père avait écrites à Royce. Les 2 faisaient 3 lignes. Les 2 disaient que la maison n'entrait pas en correspondance sur le sujet. Et puis, plié à la fin du livre de 1810, elle a trouvé le mémorandum. Il était de la main de son père, daté du 9 mars 1810, 3 semaines après le bal, et adressé à personne. Le verre, alors en stock, devait être vendu discrètement au commerce de province à un prix réduit. On ne devait plus en commander de cette source. Et aucune modification ne devait être apportée à l'emballage ou à la garantie jusqu'à ce que le stock soit écoulé. Georgina Halstead l'a lu 4 fois. Elle avait 13 ans l'année de ce papier. Elle pouvait se souvenir, si elle s'y forçait, d'un printemps où son père avait été de mauvaise humeur au petit déjeuner pendant 1 mois. Puis il était redevenu parfaitement bien. Il les avait tous emmenés à Margate. Elle a remis le mémorandum où il était. Elle ne l'a pas pris. Elle s'est dit dans la diligence en rentrant qu'elle ne l'avait pas pris parce qu'il n'était pas à elle. C'était vrai, mais ce n'était pas la raison. Elle est revenue dans le Herefordshire le 22 janvier et n'a rien dit pendant 1 semaine. Ce qu'elle a fait le 29,
c'est de rendre visite à Elmhurst à Lady Wilmington, qui était restée après Noël. En 20 minutes de conversation parfaitement ordinaire, elle a dit une phrase. Elle a dit « Je me demande seulement que personne n'ait pensé à demander ce qu'était la boutique de son père et pourquoi elle a fait faillite. Car c'était dans les journaux. C'était en février 1810, et maman s'en souvient. Puis elle est rentrée chez elle et a été malade pendant 2 jours. Lady Wilmington n'a pas écrit à Londres. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait la mémoire d'un bon avoué. Et le 2 février, elle l'avait obtenu d'une connaissance de Cavendish Square en 3 phrases. Le 3 février, il y avait 9 personnes dans le grand salon d'Elmhurst après le dîner. Les ducs, sa grand-mère, Lady Wilmington, Monsieur Blove et sa sœur, 2 voisins d'au-delà de Longdon, Madame Holstead et Georgina, et Cassandra, qui avait été invitée comme elle l'était maintenant, et qui était assise un peu à l'écart, les mains sur ses genoux. Lady Wilmington posa sa tasse. « Mademoiselle Royce, dit-elle agréablement, pardonnez-moi. J'ai essayé toute la soirée de situer la boutique de votre père. C'était Ludgate Street, n'est-ce pas? » Royce le confiseur. « Oui, madame, dit Cassandra. C'était bien ça. Alors j'ai raison. Et bien sûr, je me souviens pourquoi c'est dans ma tête. » La voix de Lady Wilmington n'a pas changé du tout. Il y a eu cette terrible affaire au bal des Sheldon. Les paniers en sucre vert. 11 personnes sont tombées malades, et une petite fille a failli en mourir. C'était dans tous les journaux, et la boutique a été fermée. N'était-ce pas votre père? La tasse de quelqu'un s'est posée sur une soucoupe. Cassandra est restée parfaitement immobile, et a senti toute la pièce s'abattre sur elle comme de la neige. Elle pensa avec l'étrange clarté qui vient dans de tels moments. C'est le salon, et c'est le coup frappé, et le voilà. Elle aurait pu dire « j'avais 15 ans ». Elle aurait pu dire « c'était un homme bon ». Elle aurait pu ne rien dire du tout et quitter la pièce. C'est ce que 9 femmes sur 10 auraient fait, et ce qui aurait été interprété par chaque personne présente comme la réponse. « Oui, madame », dit Cassandra, « c'était mon père. »« Ma chère » commença la douairière. « Non, votre Altesse, c'est une question juste, et je vais y répondre. » Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'avait jamais élevé la voix dans une pièce à l'étage et n'allait pas commencer. Mon père était Simon Royce. Il a tenu la boutique de Ludgate Street pendant 19 ans. En février 1810, il a fourni le souper pour un bal à Grosvenor Street. Il y avait 9 paniers en sucre sur cette table, de couleur verte. J'ai coloré les feuilles moi-même, parce que j'avais 15 ans et que mes mains étaient petites. Personne dans la pièce ne bougeait. 11 personnes sont tombées malades. L'enfant a été malade 5 semaines. Elle a survécu et elle est mariée maintenant. Et je le sais parce que je me suis fait un devoir de le savoir. Ses mains étaient à plat sur ses genoux. Le verre a été acheté tout près, dans un papier imprimé avec les mots « garantie inoffensif ». Chez un marchand de couleurs de la cité, comme tous les confiseurs de Londres achetaient leurs couleurs. Quand le paragraphe est sorti, mon père a écrit 11 lettres à ce marchand de couleurs. Il a eu 2 réponses. Aucune ne disait rien du tout. « Et quoi ?» dit Lady Wilmington. « Qu'est-ce que cela prouve ?»« Rien, madame, » dit Cassandra. « C'est exactement ce que ça prouve. Il n'y a pas eu de procès, ni d'enquête, ni rien à quoi répondre. Mon père est mort 2 ans plus tard sur la marche arrière d'une boutique vide. Il n'y a jamais eu un seul mot imprimé, ou que ce soit en Angleterre, qui dise qu'on lui avait dit que c'était inoffensif. » Elle se leva. « Je suis la cuisinière de Son Altesse à Brawford. Je ne pense pas que quiconque ici ait à se plaindre de ce qui est sorti de ma cuisine. C'est tout ce que j'ai. Et c'est la seule chose sur laquelle j'ai jamais demandé à être jugée. » Puis elle a attendu. C'est la chose qu'elle ne pouvait pas se pardonner. Plus tard, allongée, éveillée. Elle a attendu. Elle s'est tenue au milieu d'un salon avec 9 personnes. Elle a tourné la tête et a regardé le duc de Colebrook. Et elle a attendu qu'il dise quelque chose. Et il a dit quelque chose. Il a dit « Cela suffira, ma tante ». Et il l'a dit d'une voix qui a figé la pièce. Et il a traversé le sol jusqu'à Cassandra. Et il était entièrement, complètement de son côté. Mais entre la fin de sa phrase et le début de la sienne, il y a eu un silence. Il a duré 1 seconde, peut-être un peu plus. Elle l'a compté sans le vouloir, de la même manière qu'elle avait compté les 5 secondes dans la salle à manger de Brawford en octobre. Parce que compter était ce que son esprit faisait quand il n'avait nulle part où se tenir. 1. Ce n'était pas du doute. C'était un homme de 31 ans qui se prenait quelque chose en pleine figure devant sa tante, et qui prenait un battement de cœur pour retrouver ses esprits.
Ce n'est pas un crime. N'importe quel tribunal au monde dirait que ce n'est rien du tout. Mais elle s'était tenue à une table dans un office en mars et avait vu un homme prendre 2 secondes pour décider qu'elle ne valait pas la peine d'ouvrir un panier. Elle savait exactement ce qu'une seconde coûtait. Elle savait qu'elle entendrait celle-là pour le reste de sa vie. Georgina Holstead était assise près du feu, regardait ses propres mains et ne disait absolument rien. Ce fut la plus grande chose qu'elle fit cet hiver-là, et personne dans la pièce ne le remarqua. Elle a donné son préavis le 4 février au matin. Debout dans le petit salon, les manches boutonnées, la douairière l'a écoutée jusqu'au bout. Puis elle est restée assise à regarder le feu jusqu'à ce que Cassandra pense qu'elle ne répondrait pas du tout. « Il manque 7 semaines avant la Chandeleur, dit-elle enfin. « Oui, Votre Altesse. Il descendra ce chemin ce soir et vous demandera de ne pas le faire. Je le sais, Cassandra. » La canne de la vieille femme était à plat sur ses genoux. Est-ce à cause de la fille de mon mari et de ce registre qu'elle tient à la place d'un cœur? Parce que si c'est le cas, je ferai sortir cette femme de ce comté d'ici vendredi. Non, Votre Altesse. Cassandra regarda par la fenêtre le chemin. C'est à cause de ce que j'ai fait dans cette pièce. J'ai dit la vérité sur mon père à 9 personnes. Puis j'ai attendu qu'un duc la fasse tenir debout. Et elle a tenu debout parce qu'il est ce qu'il est. Mais elle a tenu sur ses jambes à lui, pas sur celles de mon père. Chaque âme de ce comté dira qu'elle a fait un très bon mariage et que tout a été oublié. Et que ferez-vous à la place? Prendre une place à Londres et cuisiner, dit Cassandra. Et être la fille de Simon Royce dans une ville où le nom signifie encore la boutique de Ludgate Street, et le laisser signifier cela à voix haute, jusqu'à ce que ça cesse d'être une chose que les gens posent soigneusement comme une pièce de monnaie. Il est descendu par le chemin cette nuit-là. Ce fut très difficile. Et rien de tout cela n'a besoin d'être écrit, sauf la fin. Il a dit « Je sais ce qu'était la seconde. Oui. Je l'ai repassé 50 fois. Il n'y a aucune version où ce n'est pas une seconde. » Non, dit Cassandra. Il n'y en a pas. Et vous ne devez pas penser que je vous punis pour ça, car ce n'est pas le cas. Je pars à cause de ce que la seconde m'a montré. C'est que dans ce comté, je serai toujours une chose qu'on porte. Elle lui tendit la main, ce qui n'était pas ce que l'un ou l'autre voulait, et il l'a pris. La malle-poste part de l'auberge du Bell à 4 heures le samedi. Je préférerais que vous ne veniez pas. Le Bell à Longden était une auberge de relais sur la route de Londres, avec une cour, une arche et un salon qui ne se couchait jamais entièrement. À 4 heures du matin, le 6 février, il y avait 7 personnes dans ce salon. Les volets étaient encore fermés et une seule lampe brûlait. L'aubergiste, un marchand de grains de Ludlow avec son chapeau sur la table, 2 passagers pour Gloucester, un garçon endormi debout près du feu. Cassandra Royce avec une boîte ficelée à ses pieds et un panier sur ses genoux. Et mademoiselle Georgina Holstead, qui était venue de Beckham dans le noir et était assise dans un coin depuis 3 heures. Elle se leva quand Cassandra entra. « Je veux vous parler, dit-elle. » Sa voix était trop forte pour la pièce. Elle l'entendit et ne put la rendre plus petite. « Avant que vous ne partiez. Tout le monde l'entendra dans une quinzaine de jours, et je préfère le dire moi-même. Alors dites-le, mademoiselle Holstead. » Vous n'avez pas dit le nom. Le menton de Georgina tremblait. Dans cette pièce. Vous leur avez tout dit, sauf le nom du marchand de couleurs. Je n'ai pas dormi depuis. Je veux savoir pourquoi. Et je ne pourrai pas le supporter si la réponse est la gentillesse. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est que je n'ai jamais pu le prouver. Et je ne dirai pas le nom d'un homme mort dans un salon sur ma seule parole. Mon père a subi cela. Je ne vais le faire à personne. Elle se leva. Il y a un moment dans chaque vie où une chose portée pendant 8 ans devient trop lourde pour être portée un pas de plus. Il y avait des étrangers dans cette pièce, et les étrangers étaient exactement ce dont elle avait besoin. Alors Cassandra Royce a tout exposé. Je m'appelle Cassandra Royce, et mon père était Simon Royce, pâtissier et confiseur de Ludgate Street. Le chapeau du marchand de grains quitta la table. En février 1810, il a été nommé dans 2 journaux comme l'homme qui a empoisonné un souper à Grosvenor Street avec du cuivre. 11 personnes sont tombées malades. Il achetait sa couleur toute prête, dans un papier imprimé, garantie inoffensif, comme tous les confiseurs de Londres le faisaient. Il n'a jamais été jugé car il n'y avait rien à juger. Il est mort sur la marche arrière de sa propre boutique vide. Personne dans le salon ne respirait. J'ai été en service pendant 8 ans, et je n'ai jamais dit ça à voix haute.
Je le dis maintenant, à 4 heures du matin, à une aubergiste et à un marchand de grains. Parce que j'ai fini d'être prudente avec ça. Puis elle a ouvert son panier et a sorti de sous le tissu un livre relié en toile marron. De l'arrière du livre est sorti un morceau de papier bleu épais plié. Elle l'a posé sur la table, près de la lampe. Elle ne l'a pas déplié. C'est l'emballage. Le colorant vert est arrivé dans la boutique de mon père le 4 janvier 1810. Il y a l'adresse imprimée dessus, la garantie et le nom de la maison d'où il vient. Elle le poussa de 2 pouces sur la table vers Georgina Halstead. C'est celui de votre père. Je connais votre nom depuis que j'ai 15 ans, et je n'ai jamais rien fait avec, parce que la première fois que j'ai tenu ce papier, vous aviez 13 ans. Georgina Halstead mit ses 2 mains sur son visage et fit un bruit dans le salon de l'auberge. Un bruit que personne dans cette pièce n'oublia jamais. « J'ai trouvé le memorandum », dit-elle de derrière ses mains. « En janvier, à Bucklersbury. Il savait en mars, et il a vendu le reste au commerce de province. Et il n'a pas changé l'emballage. »« Je sais, » dit Cassandra. « Je l'ai toujours su. Prenez-le, ou laissez-le sur la table. Ça ne me concerne plus. » Et c'est à ce moment-là, avec le papier bleu plié entre 2 femmes sous une lampe, que le duc de Colebrook est entré sous l'arche. Il avait chevauché durement dans le noir. Il a poussé la porte du salon, l'humidité de la route encore sur ses épaules. On lui avait demandé de ne pas venir. Il était venu quand même. « Je ne suis pas ici pour vous ramener, » dit-il. « Je veux dire une chose devant des témoins, et ensuite je vous tiendrai la porte. » L'aubergiste s'assit lentement sur un banc. En mars de l'année dernière, dans ma propre maison de Hill Street, 4 femmes ont apporté 4 paniers couverts pour une place dans ma cuisine. Je les ai toutes renvoyées sans en ouvrir un seul, dit le duc de Colebrook à un marchand de grains, à une aubergiste, à 2 passagers pour Gloucester et à un garçon endormi. Je l'ai fait parce qu'en novembre 1811, je me suis cogné la tête contre un poteau de barrière. Et depuis, je ne peux plus rien goûter ni sentir. J'ai été trop fier pendant 7 ans pour le dire à une âme qui vive. J'ai dit à cette jeune fille qu'elle était une enfant. Il s'arrêta là, le temps d'une respiration, et regarda le sol. Chaque mot qu'elle vient de vous dire sur son père est vrai. Et je le dirai sous serment devant n'importe quel tribunal en Angleterre, c'est tout. La diligence est dans la cour. Cassandra Royce se tenait au milieu du salon, le panier vide à son bras. Puis elle a ramassé sa boîte. Le garde l'a mise à l'arrière. Et elle est montée dans la malle-poste de 4 heures pour Londres. Elle était tout à fait sûre, jusqu'à Gloucester, d'avoir fait ce qu'il fallait. Et elle a pleuré pendant environ 1 heure. Ce sont 2 faits qui peuvent parfaitement coexister chez la même femme. Madame Quilter tenait une confiserie dans Sackville Street. Elle avait enterré 2 maris et n'employait pas d'imbéciles. Elle a pris Cassandra à l'essai le 11 février, à 18 shillings par semaine. À la fin du mois, elle l'avait augmenté à 1 guinée sans qu'on le lui demande. Au milieu de mars, elle disait à ses clients que sa pâtissière était la fille de Royce de Ludgate Street. Car le 2 mars, il y a eu une lettre dans les journaux du matin. Elle faisait 22 lignes et était signée en toutes lettres par Georgina Halstead de Beckham Park, dans le comté de Hereford. Elle exposait l'entrée du 4 janvier 1810, la garantie imprimée et le mémorandum de la main de son défunt père. Elle disait que le colorant vendu à M. Simon Royce lui avait été vendu comme inoffensif par une maison qui avait alors des raisons d'en douter. M. Royce, étant mort, ne pouvait pas le dire. Sa fille, étant vivante, ne l'avait jamais dit non plus, bien qu'elle en ait eu la preuve depuis ses 15 ans. Ce fut le dernier acte public de la famille Halstead dans ce comté. Beckham Park fut vendu en septembre. Madame Halstead est allée chez une sœur à Bath et n'a pas parlé à sa fille pendant 4 ans. Georgina est allée chez un cousin en Irlande, y a épousé un ecclésiastique et a été, de l'avis de tous, tolérablement heureuse. Ce qui n'est pas rien et ce qui n'est pas tout. Le duc de Colebrook est entré dans la boutique de Sackville Street le 14 avril. Il a attendu derrière 2 dames qui achetaient des gâteaux au ratafia, son chapeau à la main, pendant 4 minutes. Madame Quilter, qui savait parfaitement qui il était, les a servis avec une grande délibération. Puis il s'est approché du comptoir et a demandé s'il pouvait avoir un morceau de la tarte aux pommes dans la vitrine. Il l'a mangé debout au comptoir, dans une assiette, comme un commis. « Qui a fait cette tarte aux pommes ?» dit-il. Et Cassandra Royce est montée de l'escalier du fournil, de la farine jusqu'au coude.
exactement comme elle était montée d'un escalier de cuisine dans le Herefordshire en octobre. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte et n'a pas fait la révérence. « Cassandra Royce l'a faite, la fille de Simon Royce de Ludgate Street, dit-elle. Mademoiselle Royce. » Il posa l'assiette. « Je suis venu vous poser une question. Je veux que vous sachiez, avant d'y répondre, que je ne suis pas venu sauver qui que ce soit. Il n'y a personne à sauver ici. Vous avez tout fait vous-même, et j'ai dû rester dans le Herefordshire et regarder. Posez-la alors. Voulez-vous m'épouser? » La boutique était tout à fait silencieuse. Madame Quilter avait même cessé de faire semblant. Cassandra le regarda, les cheveux auburnes et les yeux bleus ardoise. Dans l'embrasure de la porte d'une boutique qui sentait le sucre brûlé, sur son propre terrain, le 14 avril, avec de la farine jusqu'au coude. « Oui, dit-elle, ils se sont mariés à Rexall en juin, et la douairière a pleuré, ce qu'elle a nié pendant les 4 années restantes de sa vie. Tout n'était pas réparé, ça ne l'est jamais. Son goût n'est pas revenu. Il est resté à environ 1/10. Durant l'hiver de 21, il a baissé pendant 3 mois, puis est revenu. Et ils ont appris à vivre avec la peur de cela. Il n'a jamais senti l'avenue des tilleuls. Il n'a jamais senti ses cheveux. Il n'y a aucun moyen de transformer cela en autre chose qu'une perte, et ils n'ont pas essayé. Son père n'a pas vécu pour le voir. Et aucune lettre dans aucun journal ne pouvait lui rendre sa boutique. Ni les 2 ans qu'il a passé à ouvrir une porte à 6 heures du matin pour des gens qui ne venaient pas. Mais voici ce qu'il y avait à la place. En septembre 1822, par un après-midi chaud, en haut des vergers d'Elmhurst, une petite fille de 2 ans et demi était assise dans l'herbe sous les rainettes. Elle avait une pomme tombée dans chaque main. Elle s'appelait Dorcas, en l'honneur d'une femme qui avait fait de la pâtisserie pour gagner sa vie à Londres pendant 40 ans. Elle avait les cheveux sombres de sa mère et les yeux bleus ardoise de son père, et elle mangeait des pommes tombées du sol depuis 10 heures ce matin-là. Le duc de Colebrook était allongé sur le dos dans l'herbe à côté d'elle, son chapeau sur le visage. « Donne-moi celle-là, dit-il. » Dorcas lui a donné celle de sa main droite, qui était principalement une guêpe. « Merci. Maintenant dis-moi. »« Acide, » dit Dorcas. « À quel point acide ?» Sa fille y réfléchit avec tout son visage, comme elle le faisait. « Acide comme un dimanche, » dit-elle, ce qui ne voulait absolument rien dire. Et ce qu'il a noté ce soir-là à la fin d'un petit carnet de blanchisserie à lignes qui avait 9 pages d'une main et 40 d'une autre. En contrebas, au bas de la parcelle, Cassandra montait à travers les arbres, un panier à son bras, recouvert d'un tissu. Elle l'avait faite ce matin-là dans la grande cuisine d'Elmhurst, sur 12 pieds d'orme, avec les dernières rainettes du grenier au-dessus de la remise. Elle avait festonné le bord bas avec le coupe-pâte de sa grand-mère. Elle avait laissé le sucre caraméliser et noircir sur un bord, car l'endroit brûlé est le meilleur, et seul un imbécile le coupe. Son mari se souleva sur un coude et la regarda venir. Elle était encore chaude. Elle l'avait portée sur toute la longueur du verger, serrée contre son corps, rapidement, pour que la chaleur ne s'échappe pas. Et cette fois, il y avait quelqu'un en haut de la colline qui attendait pour enlever le tissu. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et garder ces histoires gratuites pour tout le monde, ma nouvelle trilogie, The Duke's Promise, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend sur timelesslovebooks.com. Et si vous regardez sur votre téléviseur, il suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le code. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.